And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France. Bonjour. Eh bien, d'abord, avant tout, avant le débat, j'aimerais vous dire que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Je ne serai pas là, il faut que je prenne un peu de recul. Là, depuis 4 ans et demi, je suis là tous les jours. Et là, non, c'est pas possible. Il faut que j'arrête un peu. Voilà. Et donc, voilà, ben d'ailleurs, je vais faire une retraite, figurez-vous. Bon. Alors, on va parler d'Iran, on va parler de ce soldat mort hier, parce que nous sommes vendredi 13. Bon, nous sommes le vendredi, ça va être diffusé le dimanche. Mais, donc, ce soldat français, euh, soi-disant des chasseurs alpins, mais à mon avis, il était surtout force spéciale française, qui est mort au Kurdistan. Alors pourquoi le Kurdistan? Eh ben, ouais, ça, pourquoi? Voilà les Kurdes, ce qu'ils font. Ici, au Kurdistan irakien, les Kurdes d'Iran sont sur un pied de guerre. Ils se disent prêts à aller combattre le régime de Téhéran, un régime qu'ils ont fui. Mais qui sont-ils, ces Kurdes, qui sont prêts à déployer leurs armes? Le plus grand peuple sans pays, c'est souvent comme ça qu'on les présente. Les Kurdes sont répartis dans les régions montagneuses à la jonction de 4 pays. L'Irak, la Turquie, la Syrie et l'Iran. Ils sont entre 30 et 40 millions. Après la chute de l'Empire ottoman, les Kurdes se sont vus promettre un État par les alliés vainqueurs de la Première Guerre mondiale. En premier lieu, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Mais une centaine d'années plus tard, ça ne s'est toujours pas matérialisé. En Iran, les Kurdes s'opposent au régime islamique depuis la révolution de 1979 qui a mis le Shah d'Iran à la porte. La région du Kurdistan irakien est un sanctuaire pour les Kurdes d'Iran. Leurs partis politiques y ont pignon sur rue. Leurs combattants, les Peshmerga, s'y entraînent dans des camps près de la frontière iranienne. Les autorités irakiennes sont embêtées par les intentions guerrières de leurs frères kurdes aujourd'hui. Ils craignent une provocation de l'Iran et de possibles représailles. Il faut dire que Téhéran multiplie les menaces. Comme on le voit depuis plus d'une semaine dans la région, l'Iran n'utilise pas que les drones. Ici, le cratère a été causé par la chute d'un missile balistique. Les gens du camp nous disent qu'en l'espace de quelques secondes, 3 missiles se sont abattus. Les groupes armés kurdes iraniens se sont rassemblés sous une même bannière en préparation à une offensive terrestre. We have the ability to arm thousands of people in days, and we can take control of our cities in days. Une idée formidable, c'est ce que Donald Trump disait plus tôt jeudi dernier. Maintenant, il dit essentiellement le contraire. Au minimum, les Kurdes demandent à Washington la protection aérienne. Mais beaucoup ici se méfient d'éventuelles promesses de la Maison-Blanche. Les oppositions à l'entrée en scène armée des Kurdes d'Iran sont nombreuses. L'Irak, la Turquie, mais aussi une partie de la population en Iran qui craint que leur rôle ne vienne provoquer une guerre civile. We are not any cause for a civilian war. En conversation loin des caméras, des représentants des groupes armés nous disent ne pas avoir les moyens de se déployer sans l'aide des États-Unis, que le régime iranien soit affaibli ou pas, ce serait, disent-ils, un suicide. Alors, ce que nous dit l'Élysée, en fait, c'est que cet homme, ce soldat qui était donc en fonction au Kurdistan, faisait enseigner de la lutte
anti-terroriste aux Kurdes. Ah bon. C'est triste, déjà, qu'un soldat français soit tombé là-bas. Qu'est-ce que ça va entraîner? Je ne sais pas non plus. C'est tombé Voilà. pour la France, de toute façon. Ah, bien sûr, tombé par la France, pour la France, bien sûr. Oui, Sous notre uniforme et sous notre drapeau. oui, honneur à lui. Absolument. Mais avec tous les honneurs de la France. Mais alors, Michel, toi, du Canada, qu'est-ce que tu vois? Il y a un point sur lequel j'ai voulu particulièrement faire attention, c'est que dans un premier temps, je ne sais pas si le narratif a changé, mais dans un premier temps, on a mis l'accent sur un soldat français tué par des pro-iraniens. Le seul problème, c'est que les gens peuvent penser que c'était dans une base française ou quelque chose dans le genre, alors qu'en fait, c'était une base irako-kurde et qu'ils étaient là. Ça peut sembler être sans cœur, mais c'est vraiment le cas où on dirait au mauvais moment à la mauvaise place. Parce que techniquement, les Iraniens ont attaqué ceux qui pourraient leur représenter des potentiels adversaires et que les États-Unis, dans un premier temps, a considéré utiliser pour venir créer un autre front sur l'attaque sur le territoire iranien. Et donc, ils devaient neutraliser la menace qui venait de ce côté-là. Donc, s'il est mort, ce n'est pas parce que il y aurait eu une attaque des Iraniens contre des Français, mais il est décédé parce qu'il s'est trouvé là où des Kurdes iraniens étaient en train de s'entraîner pour venir éventuellement prendre contrôle du territoire. Donc, le narratif est très important. Et si dans le narratif, on donne l'impression, et quand j'ai suivi le président français, c'est un peu l'impression que j'ai eue, c'est comme si jamais l'Iran a attaqué la France. Non, l'Iran n'a pas attaqué la France dans ce cas présent. C'est simplement par un concours de circonstances, il s'est trouvé là où les Iraniens ont attaqué et ce n'était pas un territoire français. Oui, c'était un instructeur français qui était avec les Kurdes iraniens en Irak. Oui, mais dans un premier temps, au niveau de la manière dont l'information a été présentée, on pourrait croire que ce sont les Iraniens qui ont attaqué des Français, des intérêts français. Et ce narratif-là, justement, c'est ce qui me met de plus en plus mal à l'aise quand je suis la presse française, où on aime toujours enrober la vérité sous un certain vêtement pour la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. C'est vrai, oui. Bonjour Maryse, tu vas bien? Bonjour tout le monde. Bonjour Maryse. Désolée, Non, non, les mais... poules, je suis obligée de courir après les poules pour les foutre dans le poulailler. Alors, nous parlons de ce soldat français qui est mort. Oui, oui. Mais alors, moi, alors, quelle va être la réaction de Macron? Pour l'instant, ça va. Enfin, bon, c'est pas tonitruant, c'est pas déclaration de guerre, etc., etc. On n'en est pas là. Non, mais le problème, à mon avis, c'est qu'il attend ça. Oui. Il attend ça pour annuler les élections en 2027. Parce que qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il a décidé tout seul. Normalement, il n'a pas le droit de décider seul. Ah bah si, il a le droit, de déplacer des forces armées françaises. Bon, maintenant, il a pas décidé d'attaquer ceci ou cela. Non, non, il vient Non, mais à partir du en moment où défense. il y a un Il vient en Français défense, Maryse. Donc, c'est pas du tout. C'est tout à fait dans son droit. Tout à fait. Non, tout à fait. Non. il est allé Pas, envoyer Macron, du matériel de guerre dans une zone où il y avait la guerre. Donc, à mon avis, il n'a pas à faire ça. Il doit si, avoir... Maryse, par exemple, au Liban, nous sommes dans une zone de guerre, mais nous sommes là en tant que en essayant de s'interposer, tu vois, par exemple. Mais d'ailleurs, dans plein de pays,
Enfin, s'interposer, c'est difficile. Enfin, C'est ça ça, veut pas dire. justement. Mais on en prend plein la gueule quand même. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Bon, moi, je vois des choses plus graves que ça. euh, à partir du moment où on devient co-belligérant, si tu veux, à partir du moment où il dit ah bah on a eu un mort donc on est attaqué, Ah c'est ben, ça qu'il risque de non, dire. non, 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 dis pas Ça ça. risque d'être sa Non, non, position. il dit pas ça, Maryse, pour l'instant. Bon, Pour l'instant, il dit pas ça. Non, non, j'ai regardé son discours avec Zelensky et il dit pas du tout ça. Excusez-moi. Pas moi. Je Là, suis je lui dis. désolé. Ah, tu sais, ici, on a un problème en France, c'est que on nous appelle sur des numéros masqués ou presque. Et allô, c'est l'EDF. Allô, bonjour monsieur. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur quelque chose. Alors, monsieur, bonjour monsieur. Ah non, je vous vends ceci. Ah oui, oui, d'accord, elle claque à chaque fois. Là, j'ai mon Ah portable, ouais, moi, qui fait le tri, hein. ouais. Ah, c'est invraisemblable, hein. Ah oui. C'est invraisemblable. Mais moi, je suis sur un réseau qui a été piraté et on a volé tous les noms des gens. Et alors, moi, on m'appelle et on dit bonjour, monsieur Buffon. Alors, bon, l'Iran toujours, ou plutôt, ouais, l'Iran. Allons-y. Excusez-moi, je cherche en fait. Merde. Attendez. Ah oui, voilà. cherche Macron. Non, je cherche un mec que j'aime bien quand même là-dessus. Nous, Français, nous serons les premiers à payer l'addition. D'abord, ne l'oublions pas. Les États-Unis, entre eux et l'Iran, il y a un immense océan. Absolument. Nous, on est tout près. Et les conséquences, on les a déjà payées à travers le terrorisme iranien en 1983 au Liban. Entre 84 et 86, on les a payées en France. Et nous les payons pas seulement sur le plan du terrorisme. Nous risquons de le payer à travers la crise économique et la hausse du prix de l'essence, qui est une très mauvaise nouvelle pour les citoyens français, et il faudra apporter des réponses. C'est le devoir de M. Macron. Et puis, c'est une très mauvaise nouvelle également, compte tenu de l'expérience en ce qui concerne le risque de crise migratoire. On l'a vécu avec la crise syrienne, nous allons le revivre, ne l'oublions pas. L'Iran, c'est 2,5 fois la population de la Syrie. Emmanuel Macron. Et donc, les conséquences migratoires risquent d'être catastrophiques. Emmanuel. Oui, je crois qu'il a raison quand même, non? Ah, complètement. C'est vraiment une crise migratoire épouvantable parce qu'il va y avoir la guerre civile là-bas. C'est tout, c'est clair. Ça ne peut être que ça. Si les Américains continuent, ce sera la guerre civile. Crise migratoire, plein influx migratoire d'Iraniens sur notre sol. Bon, pourquoi pas, ce sont des gens... Bon, mais quand Si même... jamais ils ont gain de cause, si jamais ils remportent la victoire, mais si jamais la situation traîne encore, ils vont encore rester sur place. Généralement, les vagues migratoires viennent souvent parce que le mouvement qui voulait libérer ces nations aurait réussi et tout en entraînant le pays dans un chaos et les gens ont commencé à migrer à partir de cela. Il y a eu cette situation en Syrie, il y a eu cette situation en Afghanistan, il y a eu cette situation en Libye, etc. Tant qu'ils n'ont pas... En Irak aussi. En Irak aussi, oui, c'est ça. C'est généralement quand ils atteignent leurs objectifs que ça, c'est une conséquence qui en résulte. Mais pour le moment, les Américains sont loin d'avoir atteint leur objectif parce que, encore une fois, comme on le disait la fois passée, l'Iran, ce n'est pas le Venezuela. Et on voit que plus le temps passe, plus les choses commencent à se rendre difficiles pour lui, pour non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'interne. Il est de plus en plus en train de faire des déclarations qui s'avèrent être de plus en plus mensongères.
Et La les gens zélation. le voient. Oui. Donc, L'élévation des élections. Pour venir, exact. pour, euh, pour rajouter quelque chose quand même, Michel, c'est que figure-toi, il y a eu un sondage hier sur la popularité de Trump aux États-Unis et que sur la base MAGA, il a remonté. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est Pour le incroyable. moment, il pourrait remonter parce qu'il y a des personnes qui sont des irréductibles par rapport à cette tendance-là. La particularité avec le sondage, c'est que le sondage tient compte d'un certain échantillonnage. Tout dépend maintenant des personnes qui ont été utilisées dans l'échantillonnage en question. On a plusieurs fois eu l'occasion de voir que les sondages ne reflètent pas nécessairement la réalité. Parce qu'il y a cet autre sondage qui montre maintenant qu'il y a plus de 6 Américains sur 10 qui sont contre sa politique. Et Moi, même je te parle de la base, hein, la base MAGA. Ça commence à remonter un peu, ça frémit. Je ne te parle pas du reste, hein, c'est évident. c'est quelque chose, à mon avis, qui va s'écrouler et je vais te dire pourquoi. Si jamais la situation continue à s'éterniser et que le carburant continue à monter, ça va impacter le portefeuille des gens. Et à chaque fois que le président Trump a quelque part eu à changer son fusil d'épaule, etc., c'est quand il y avait des situations qui impactaient ses potentiels électeurs. Donc, il suffirait que la chose s'éternise et que le carburant continue à monter. Ils annoncent que le carburant atteindrait $200 le baril. Et ça, c'est quelque chose qui, si jamais ça se concrétisait, ben, c'est quelque chose qui va impacter même les personnes qui ont voté Trump parce qu'ils vont lui dire, on n'avait rien à faire avec l'Iran. Nulle part, il y a des preuves, et ça a même été prouvé par le Pentagone, que l'Iran n'allait pas attaquer les États-Unis. On a parlé de America First, mais là, ce n'était pas... C'est bien aussi. Aussi, on a parlé d'America First, mais là, ce n'était pas America First, c'était d'autres intérêts first. Tout ce qu'il avait donné comme promesse, qu'il n'y aura pas de soldats, il n'y aura pas de guerre, etc. et tout cela est en train de tomber. Et automatiquement, on le perçoit de plus en plus comme étant un démagogue, qui est plutôt que quelqu'un qui tient à sa parole. Et tu sais, les gens, dès qu'ils sentent que ça touche leur portefeuille et que ça ne va pas, ils vont facilement virer de bord. Oui. On va voir, c'est pas évident quand même. Je sais pas, on sait jamais avec les Américains en fait. J'ai vu une excellente interview d'Emmanuel Todd. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est sur Fréquence Populaire. C'est incroyable, mais vraiment. Et là, je crois que c'était hier, quelque chose comme ça. Exact. Il revient du Japon. C'est vraiment incroyable. Et évidemment, bon. Mais alors, il dit des choses sur Trump, mais qui sont vraiment vraies, vraiment vraies. C'est incroyable. Je recommande à tous les internautes d'y aller. Tu l'as vu, toi, cette interview, Michel, non? Oui, je l'ai vu. Je l'ai suivi hier. Ouais. Je l'ai suivi hier et j'aime bien l'intervention de M. Todd. Chaque fois qu'il intervient, on apprend des choses. Ouais. Mais alors, il est très cassant quand même. Il ne neige pas. La fin de l'Occident, pour lui, ça le booste. Hein. Ben, l'Occident creuse sa propre tombe. Hein. Le problème, c'est que l'Occident ne semble pas réaliser que le monde n'est plus tel qu'il était il y a quelques décennies. Et Il y a 50 tant ans qu'il et encore. C'est ça. Et tant qu'il reste toujours sur cet état d'esprit, c'est normal qu'à un moment, ils vont se retrouver devant le mur en se posant la question comment ils sont arrivés là, alors qu'ils n'ont pas suivi le vent changer. Alors justement, comment on en est arrivé là? Eh bien, nous allons voir. J'ai retenu cette interview qui était assez géniale, qui nous parle du chat. Rappelle finalement qu'il n'a séjourné que 4 mois chez nous. Alors, et que c'est vraiment... Là, c'est Khomeini, hein. Mais il va parler de la Maison Blanche.
qu'est venue la décision de lâcher définitivement le Shah. La décision, d'ailleurs, elle a été signifiée à Giscard 3 semaines plus tôt, exactement le 6 janvier 1979, à l'occasion du sommet de la Guadeloupe entre lui-même, le président Carter, le Premier ministre britannique Callahan et Helmut Schmidt, qui était le chancelier d'Allemagne à l'époque. Et dans ses mémoires, d'ailleurs, le pouvoir et la vie, paru en 2006, Giscard raconte ça très très bien. Il raconte que on lui a dit à ce moment-là, enfin Carter lui a dit à ce moment-là, vous pouvez laisser partir Khomeini de Naufle-le-Château, où il était depuis 4 mois. Vous pouvez le mettre dans un avion pour Téhéran. Mais que Khomeini séjourné en France, en fait, n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il était l'homme que les Américains avaient choisi comme instrument de leur parti de billard à 3 bandes pour mettre le feu à la Russie. Alors qu'ils aient partiellement réussi est autre chose, que ce pari se soit retourné contre eux, c'est une autre histoire, mais je crois qu'il était vraiment utile, au point où nous en sommes de l'actualité, de rappeler tout cela. Parce que à l'heure où ils veulent changer le régime de l'extérieur, n'est-ce pas, il faut quand même se souvenir qu'ils ont contribué très largement à le mettre en place. Oui, et il faut aussi se souvenir, figurez-vous, que c'est les Américains qui ont viré Mossadegh du pouvoir et qui ont mis le Shah en place. C'est incroyable quand même. Ils jouent l'échec sans arrêt partout. Ouais, c'est quand même fou. Hein. Mais le drame dans tout ça, c'est que à chaque fois qu'ils font leur manigance, ça finit toujours par se retourner contre eux. Ils ont supporté, formé les talibans pour qu'ils puissent embêter les Russes. Puis après, les talibans ont fini par devenir un problème pour les Américains. Ils ont fait passer, comme on l'a vu dans le document, l'ayatollah Khomeini. Il a fini par devenir un problème pour eux. Ils ont fait passer Ben Laden, qui a fini par devenir un problème pour eux. À chaque fois qu'ils veulent jouer, tu vois, comme dans le dessin animé de Disney, l'apprenti sorcier, où on lance des formules, tout semble aller dans un premier temps, puis après ça vire à la catastrophe. C'est exactement ce qui se passe avec la politique américaine. Et un autre problème qu'il y a avec la politique américaine, c'est que les personnes de qui ils attendent de la loyauté n'en bénéficient pas vis-à-vis des États-Unis, qui a souvent l'habitude de prendre des gens, d'utiliser les gens, puis après de les abandonner, livrés à leur propre sort. Et les Kurdes des Syriens sont justement en train d'expérimenter ces genres de choses. Oui, alors les Kurdes syriens, eux, ils en ont pris plein la tronche. D'ailleurs, les Français les ont abandonnés quand même, il ne faut pas exagérer. Même s'il y a des instructeurs encore chez les Kurdes en Irak et qui allaient en Syrie d'ailleurs également, hein, eh bien, les Français les ont complètement abandonnés, complètement. Moi, je me rappelle très bien du désespoir d'un Kurde. C'était au moment où la France a complètement lâché les Kurdes. Je me rappelle très bien de ça. Et oui, c'est fou. Et puis, quand on allait voir Massoud, on croisait les gens sur le chemin qui étaient avec Hekmatyar. Et Hekmatyar, le Taliban, eh bien, il était nourri, logé, armé par la CIA. Tu vois? Eh oui. C'est exactement ce que j'ai dit. Les Américains ont toujours tendance à vouloir se créer ceux qu'ils estiment être des pions. Et souvent, ces pions échappent à leur contrôle et finissent par devenir des monstres qu'ils présentent et qui devraient être éradiqués. C'est une situation récurrente dans la politique américaine. Peu importe les gouvernements, que ce soit les républicains, les démocrates, ça a souvent été la chose. C'est toujours essayer de tirer avantage des autres. Et dès que le besoin est satisfait, ben on les abandonne comme des mouchoirs utilisés et usés dont on n'a plus besoin. Et moi, je ne comprends pas comment les Kurdes peuvent encore avoir confiance en Washington, alors que Washington, en Syrie, a mis en place leur pire ennemi. C'est pour ça justement qu'il y a certains Kurdes qui
tout du moins des Kurdes irakiens qui ont beaucoup plus de réserves que les Kurdes iraniens, parce que les Kurdes iraniens espèrent pouvoir obtenir cette promesse qui leur a été faite aussi bien par les Américains, les Français et les Britanniques à la sortie de la Première Guerre mondiale, où on leur a promis le Kurdistan, comme on l'a vu dans le premier document que tu as passé. Et jusqu'aujourd'hui, c'est resté lettre morte. Là, on parle déjà de plus de 100 ans depuis qu'il y a eu cette promesse. Il y a eu un traité qui a été signé en 1920 qui annonçait officiellement la chose, mais ça n'a jamais été concrétisé. Donc, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles certains Kurdes ne veulent pas s'engager parce qu'ils ont déjà donné et à chaque fois, ça s'est toujours terminé par des situations qui rappellent la chanson de Dalida, Parole, parole, parole. Ouais. Parole, parole, parole. Mais moi, je trouve ça complètement fou. Mais alors, l'hégémonie américaine, elle se caractérise par quoi exactement? Voyons un peu. Voilà, c'est là. En particulier par les bateaux, par la puissance navale américaine. La chronique internationale de Mathieu Jolivet. Mathieu, le blocage du détroit envoie un signal géopolitique dévastateur pour Donald Trump, car l'hégémonie américaine s'est bâtie sur le contrôle des mers, justement. Oui, sur cette idée qu'en garantissant la sécurité maritime, les États-Unis contrôlent aussi la fluidité du commerce mondial. Cette approche, elle est inspirée d'un stratège naval du 19e siècle. Il s'appelle Alfred Thayer Mahan. Il constate que l'Empire britannique s'est construit grâce au contrôle de quelques points stratégiques comme Gibraltar ou Suez. Il va en faire une théorie, le Sea Power. Pour Mahan, contrôler ces goulots maritimes revient à contrôler le commerce mondial et donc la richesse et la guerre. Au XXe siècle, les États-Unis vont reprendre cette grille de lecture et se positionner comme la puissance garante de la sécurité des détroits maritimes, avec aussi leurs alliés comme les Britanniques qui étaient déjà bien positionnés, et tout ce monde au nom du monde libre. Et ça va structurer beaucoup d'événements géopolitiques au XXe siècle. Oui, après la guerre des 6 jours, le canal de Suez sera fermé pendant 8 ans. L'océan Indien est resté fermé entre 67 et 75 après la guerre des 6 jours. Après la Seconde Guerre mondiale, le contrôle des détroits turcs, le Bosphore ou les Dardanelles, marquera un des premiers épisodes de la guerre froide. Tout débute en 1946 quand Staline exige d'avoir la gestion du Bosphore ou des Dardanelles avec un objectif, permettre un accès permanent à la Méditerranée pour sa flotte soviétique qui était basée en mer Noire. Les détroits turcs sont alors des choke points, c'est-à-dire des verrous maritimes, mais Washington bloque à l'époque et fait entrer la Turquie dans l'OTAN en 1952. Donc vous voyez au XXe siècle, que ce soit Gibraltar, Panama, Bonne-Espérance, ce sont les autres verrous maritimes de la planète. Gibraltar qui ouvre ou ferme la Méditerranée. Quand Suez se bloque, le monde contourne l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Et la carte des choke points dont vous parliez a finalement très peu changé depuis l'époque d'Alfred Mahan. Oui, pour beaucoup, ce sont les mêmes nœuds maritimes liés à la mondialisation et qui structurent les approvisionnements énergétiques de la planète. Ce détroit d'Ormuz voit transiter près d'1/5 du pétrole mondial et une grande partie du gaz naturel liquéfié qatari. Bab el-Mandeb entre mer Rouge et océan Indien, aujourd'hui fragilisé par les attaques des rebelles Houthis. Plus à l'est, vous avez le détroit de Malacca, ce choke point au cœur de l'Indo-Pacifique qui est devenu le principal hub maritime de la planète. Là-bas transite environ 60% du commerce maritime mondial. Et puis vous avez aussi un nouveau verrou qui est en train d'apparaître, c'est la route arctique qui pourrait devenir le grand raccourci du commerce mondial avec la fonte accélérée des glaces qui permettent de relier l'Asie à l'Europe 2 fois plus vite. Mais c'est aussi la Russie qui contrôle cette nouvelle route arctique. Au fond, vous voyez, la leçon reste la même depuis Alfred Mahan au XIXe siècle. Qui contrôle les goulots maritimes prend le dessus. Et en minant ce détroit d'Ormuz, le régime des Mollahs a créé une brèche dans cette doctrine Mahan qui a façonné l'hégémonie maritime américaine. Alors, il faut dire quelque chose, c'est que les Houthis bloquent maintenant le canal de Suez. Là, ils ont bombardé des pétroliers qui passaient, des bateaux qui passaient en mer Rouge. Voilà. Donc, problème. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais laisser les autres parler, c'est toujours moi qui parle, je me tais maintenant.
Augmentation Apparemment, du c'est toi qui en connais le plus. Non, non, pas du tout. augmentation des prix de l'essence Ouais. qui va entraîner l'augmentation des produits quotidiens dans de l'alimentation, de tout. Ça entraîne actuellement un blocage des flux financiers. Mhm. Bien sûr. Moi, je suis en plein dedans, donc voilà. Mhm. Et où ça va aller? Ben, les gens commencent à mettre des gilets jaunes à nouveau devant leur voiture, sur leur voiture. Mhm. Ouais. Donc, Donc, ce qui est demandé, c'est que Macron baisse ou supprime carrément les taxes sur l'essence pour diminuer le coût et désengorger la situation économique, mais il ne le fera pas. il ne le fera pas, non, non. Comme pour l'électricité. Moi, j'ai vu, il y a 20% sur l'électricité. C'est Oui, incroyable, ça hein, aussi, ça a augmenté à cause de la ça, oui. TVA. Alors, si je comprends bien, l'électricité monte, il touche beaucoup plus de pognon. Mais c'est incroyable, je veux dire. Mais de quoi se Hum. met-on? Qu'est-ce que tu en penses, Maryse, toi? Oui. Il me semblait, moi, avoir vu dans une vidéo, je ne sais plus quel site, que l'Iran contrôlait les bateaux américains sur le détroit d'Ormuz. Est-ce que Mais c'est non, vrai? il a arrêté tous les bateaux américains. Il n'y a plus de bateaux américains au détroit d'Ormuz. Il n'y en a OK. plus du tout. Mais Il y a plus apparemment, un il seul laisse bateau. les autres bateaux passer. Non, Les Chinois seulement. il y a que les Chinois qui Oui. passent. Il n'y a que les Chinois et peut-être quelques bateaux dont l'équipage est musulman. Moi, j'ai vu ça sur l'AFP. Je ne sais pas. Mhm. Mais bon, ouais. C'est sûr que Michel? le prix de l'essence va augmenter, hein. Ah bah oui, oui, évidemment. Déjà, on le voit à la pompe. Et toi, Michel, l'essence augmente au Canada? Ben, comme depuis la semaine dernière, on a 30 centimes de plus sur ce qu'on avait auparavant pour le moment. Mhm. Bon, le Canada étant un pays qui produit le pétrole, il n'est pas obligé d'avoir de ressources, de réserves obligatoires. Donc, on a toujours la possibilité de se servir. Mais Le prix au baril augmente, donc voilà. exact, exact. Mais disons que les structures sont mises en place pour essayer de garder le prix de manière à ce qu'il ne puisse pas vraiment trop s'envoler. Parce que c'est clair que lorsque le prix du carburant change, cela impacte tous les autres secteurs du commerce. Mhm. Moralité, le prix monte, il y a tout qui va monter, sauf le salaire, sauf ce qu'on gagne. Et donc, Il manquerait plus que ça. Comme ah oui. d'habitude. Et donc, moralité, les gens achèteront de moins en moins parce qu'ils n'ont plus cette capacité de pouvoir acheter comme ils le faisaient auparavant. Il n'y a qu'à regarder un peu comment les choses se présentent un peu sur le plan économique mondial. Moi, je vais te parler d'une situation, par exemple, que j'ai personnellement connue au Congo, où les gens tu pouvais t'acheter ta baguette de pain et tout. Puis après, il est arrivé un moment où la baguette de pain est devenue tellement dispendieux, ben, on commençait à acheter la moitié et la quantité diminuait au fur et à mesure parce que ben, le prix montait, mais le salaire ne montait pas. Et donc, automatiquement, les gens étaient obligés de s'ajuster. Bien sûr. Donc, c'est ça. Mais pour revenir un peu au point que tu as soulevé, je vois le président américain dire, voilà, il faudrait que les armateurs soient plus audacieux, qu'ils n'aient pas peur, etc. Ben, je vois mal comment quelqu'un voudrait perdre son bateau, son Un bateau outil qui de vaut 1 milliard commerce. de dollars ou quelque chose comme ça. C'est Enfin, bon, ça. voilà, hein. C'est ça. Donc, je ne vais pas perdre mon bien de commerce juste pour le beau yeux ou le beau discours de M. Trump. D'autant plus que, même s'ils avaient dit que l'armée américaine allait accompagner les bateaux, est-ce qu'on a une idée des quantités de bateaux qu'il y a? Et est-ce qu'on a une idée de ce que l'armée américaine est en mesure de faire? Parce que pour le moment, ils ne sont pas prêts de le faire.
Alors, l'idée de Trump, c'était de se connecter à la Lloyd's, enfin aux gens qui assurent les bateaux, et essayer de leur donner un peu bah, essayer de leur demander de continuer à assurer ces bateaux, même en zone de guerre. Mais je crois que ça s'est complètement cassé la gueule. Et c'est là où on voit justement que Monsieur Trump est en train de moins en moins avoir pied sur ce dossier iranien parce que à chaque fois, les choses finissent par se dégrader progressivement. Il espérait que ça allait être quelque chose de rapide. Malheureusement pour lui, ça ne se présente pas comme tel. Et je ne serais pas surpris que l'image même de cette Amérique toute puissante, la meilleure armée du monde, Dégradé. ne prenne sérieusement un coup. Moi, je me souviens quand les Russes ont attaqué l'Ukraine au début de la guerre, les Américains, et dernièrement Trump lui-même a eu l'occasion de dire, la presse française, regardez, on la présente comme la deuxième armée du monde, ils ont tout le mal de vaincre un petit pays comme l'Ukraine. Ben, je n'entends pas ces discours aujourd'hui, ni de la presse française, en parlant des Américains et des Israéliens face aux Iraniens, ni de Trump lui-même. Donc, c'est là où les gens vont finir par s'apercevoir que, bon, il nous effrayait avec son gros gourdin des tarifs douaniers, etc. Mais finalement, il n'est pas aussi infaillible que ça. Il n'est pas aussi tout-puissant que ça. Et oui, et puis en plus, il ment d'une façon incroyable. Je veux dire, il a menti, mais, mais il a menti là pendant ses discours sur l'Iran, mais il ment. Mais regarde, par exemple, il a dit qu'il y avait un Tomahawk qui était iranien, qui avait frappé l'école iranienne. Enfin, c'est un mensonge complètement. Et là, ça passe. Les gens Comme il disent n'est pas rien. riposte. C'est incroyable quand même. C'est normal que ça passe parce que qui est-ce qui va le contredire? Tout le monde veut éviter de s'attirer le courroux de Trump. Donc, ceux qui peuvent le critiquer se taisent. C'est pour ça que moi, je dis, j'ai énormément de respect pour l'Espagne. Oui. Ce sont les seuls qui ont montré qu'ils avaient, excusez-moi du terme, des cojones Ouais. pour tenir vraiment, parce que tout le reste, M. Macron vient faire des beaux discours. Il dit d'ailleurs, la Russie pense qu'avec ce qui se passe en Iran, qu'on va l'oublier. Ce sont juste que des blabla. L'Union européenne, on ne les entend pas parler par rapport à cela. Ils sont au contraire de présenter l'agressé comme étant l'agresseur. Et ils essayent à chaque fois de condamner ce qu'ils reconnaissent chez les autres en disant qu'Israël a le droit de se défendre, mais apparemment l'Iran n'a pas le droit de se défendre. Parce que dès qu'il se défend, on condamne. Pourquoi tu te défends? Oui, oui, c'est complètement incroyable. Ça, c'est complètement bon. Se Qui demander. sait si jamais l'Iran ne sera pas le Waterloo des Américains? Ouais, je sais pas. On va voir, on va voir. En tout cas, ce sera peut-être autre chose. Ouais, ouais, vraiment. Alors, Dubaï. Dubaï. Voyons un peu. Taratata. Où je vois Dubaï. Ah non, j'aimerais vous passer ça. Voilà, c'est au Sénat américain. C'est un militaire qui parle des bombardements. In the war. And what I've observed over the course of studying air power in history is that anytime you attack a civilian population, you usually end up finding that it just hardens their resolve. We take this all the way back to the London Blitz in World War II. Right. The Brits just had a stiff upper lip and kept on fighting. And I think that's what we've seen in Ukraine as well. Eh oui. Et donc la population va se resserrer autour des gens auxquels M. Trump voulait justement qu'elle se casse. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. C'est tout à fait normal parce que vous vous présentez comme étant des libérateurs,
mais vous êtes en train de causer des morts. Oui, Vous êtes en train de détruire des terrains et des territoires. C'est normal qu'à un moment, les gens se disent, bon, pour des amis qui nous veulent du bien, ils nous font au contraire beaucoup du mal. Donc, ça vaut peut-être pas la peine d'avoir cette amitié-là. Et ça produit toujours, comme l'a dit ce militaire, ça produit toujours des effets opposés, des effets contraires à ce qu'on était en train de viser. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui se vérifiera. Et ce militaire, il témoignait au Sénat américain, c'était avant-hier. Donc, bon. Et ce qui est curieux, c'est que Trump continue, il continue. Mais remarquez, il peut plus rien faire d'autre, d'un autre côté. Il est obligé Il est de dedans. Ouais. Il est dedans. Comme on dit, quand le vin est tiré, il faut le boire, et il est en train de le boire, et il risque d'être complètement ivre au fur et à mesure que les choses passent. Oui, vraiment. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Maryse? Oui, oui, non. Je suis toujours d'accord avec Michel. Hein. Merci, merci. Je ne pourrais pas mieux dire. Donc, Et Philippe, toi, oui. C'est une situation qui va s'enliser. Comment s'en sortir? Voilà le problème. Comment? Les Iraniens sont préparés depuis plusieurs décennies à ce genre de choses. Ils sont parfaitement préparés, ils savent exactement quoi faire. Ce qu'ils font est calculé depuis longtemps. Ouais. Et ils avaient accumulé suffisamment d'armes de leur fabrication, plus des Russes et des Chinois, pour pouvoir tenir tête, parce qu'ils savent qu'ils doivent tenir jusqu'au mois de novembre, minimum. Et ce qu'ils cherchent, c'est que l'ennemi arrête. Les Américains et les Israéliens arrêtent de bombarder, ils arrêtent. Alors, des négociations, il faudrait trouver un moyen de négocier. Mais est-ce que les Iraniens veulent négocier? C'est ça le problème. Est-ce que maintenant, ils veulent négocier? C'est pas ce qui a été dit dans le discours du Mollah, là. Alors, il y a eu une rumeur, c'est une rumeur, hein, c'est que Paris essaye de négocier avec l'Iran, pour le passage en tout cas sur Hormuz. C'est capital, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent en jeu dans ce détroit. En temps normal, environ 3000 navires y passent chaque jour. Cela représente, pour vous donner un ordre d'idée, entre 20 et 24% de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Donc c'est capital bien, que ce trafic puisse reprendre pour les pays européens. Ce qu'affirme le Financial Times, donc le quotidien britannique, bien, c'est que plusieurs pays européens, la France, l'Italie auraient aussi tentent de négocier directement avec l'Iran pour assurer le passage de leurs navires bloqués, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est important, pourquoi? D'abord parce que selon des informations qui ont été confirmées, eh bien, la Turquie a réussi à négocier le passage de l'un de ces navires. Il y a une quinzaine de navires turcs qui sont bloqués à l'intérieur de ce détroit ou à proximité de ce détroit. Eh bien, l'un d'entre eux a pu donc passer avec l'accord des autorités iraniennes. Donc les autres pays européens, pour certains d'entre eux en tout cas, se disent qu'ils ont tout à gagner à tenter de négocier directement avec Téhéran. Il y a plusieurs petits problèmes à cette stratégie. D'abord, l'Europe n'est pas sur la même longueur d'onde pour ce qui concerne chacun des pays. Par exemple, la Grande-Bretagne a fait savoir qu'elle n'allait pas négocier directement avec le régime iranien, ce qu'a choisi de faire la France qui entretient, vous le savez, des rapports, on va dire, directs avec l'Iran. Le président Macron s'est entretenu avec le président iranien il y a quelques jours, discussion qualifiée de rugueuse, mais le choix qui est fait par la France, eh bien, c'est de discuter. Alors, discuter pour le pétrole, ça peut aussi amener à discuter pour autre chose. Ce n'est pas la stratégie que font tous les Européens, ce n'est pas non plus la stratégie qu'ont les Américains, qui veulent, eux, imposer et faciliter ces passages du pétrole et du gaz naturel par la force avec leur armement. Ça reste compliqué à faire pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Iraniens ont toujours des drones, ils ont des missiles. Alors même si les capacités militaires dans la région sont capables d'intercepter ces drones et ces missiles, il y a aussi les mines. Vous savez que plusieurs bateaux poseurs de mines ont été détruits par les Américains ces derniers jours, mais l'Iran posséderait entre 2000 et 6000 mines marines, donc de quoi encore perturber évidemment le passage des pétroliers dans ce détroit d'Ormuz. Pour vous donner un ordre d'idée, le détroit d'Ormuz, à son point le plus resserré, c'est 54 km, donc c'est assez vaste, sauf que les deux couloirs de navigation qui sont empruntés par les navires ne font que 3,7 km chacun, donc ils sont relativement faciles à bloquer. Alors, est-ce que la France peut essayer de négocier quelque chose? Avec quel diplomate?
Ah. C'est Avec exactement ça. Monsieur Baron, enfin, Michel. Mais tu connais pas notre grand ministre des Affaires étrangères, non? Monsieur Barrot, il est complètement barré. Excusez-moi. Je- Oh, Alors, oh. j'ai plus confiance à un arracheur de dents qu'à M. Barrot. Ouais. Enfin, pourtant, il dit des choses absolument superbes. Et ça, justement, il ne fait que parler. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Tu crois que Est-ce qu'on a les moyens de faire autre chose Oui, enfin, que de toute parler? façon, non, mais de toute façon, Il va devoir se mettre à la genoux. diplomatie, c'est beaucoup de paroles quand même. Mais bon, et encore faut-il pouvoir, je sais pas. Il va devoir se mettre à genoux et supplier. Non, mais enfin, il faut pas exagérer parce que les Iraniens sont pas non plus dans une position extraordinaire, hein. Non, non. Ils ont quand même des meilleures cartes que les Européens et autres. Ceux qui distribuent le jeu, là. C'est Non, ça. mais Et d'accord, mais puis, enfin, Philippe, il faut... non, non, il faut qu'il dure. C'est ça le problème. Il durait ça. Mais quand même, ils se font taper sérieusement. Il ne faut pas exagérer non plus. Et Faut eux pas aussi, ils croire. tapent. Et eux Hein? aussi, ils tapent. Regarde par Oui, exemple, oui, oui, mais euh, enfin, regarde par exemple le fameux dôme de fer dont on a tellement vanté qu'il était infaillible, etc. Il fait passer des missiles maintenant. Euh, hein? ils ont besoin des armes contre les drones et contre les missiles. Et pour un seul missile, il faudrait lancer 10 à 12 contre-missiles. Ça finit par s'épuiser à un moment. N'oublie pas qu'avec la fameuse guerre de 12 jours, ils n'ont pas eu le temps de reconstituer tout ce qui était nécessaire. Donc, et l'Iran a commencé déjà, et comme l'a dit Philippe, l'Iran avait déjà commencé, avait des décennies pour préparer cela parce que, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas la première fois que les Américains tapent sur les Iraniens. Depuis la crise de 79, c'est tous les embargos et autres. Ce sont des gens qui savent qu'à un moment, cette rencontre, cette confrontation viendra toujours parce que les États-Unis voudront imposer sa vision des choses et les Iraniens ne veulent pas de cela. Ils ont eu le temps de se préparer, ils ont eu le temps de faire des stocks. C'est vrai qu'il y a des attaques conjointes des Américains et des Israéliens qui ont atteint des dépôts, etc. Mais il y a des zones qui n'ont pas été touchées du tout et qui peuvent toujours causer des dégâts. Et je ne me souviens plus quelle était cette personne qui expliquait que l'Iran, c'était 4 fois la France et que ces missiles étaient transportés dans des camions. Trouver un camion sur un territoire qui est 4 fois plus grand que la France, ce n'est pas aussi évident que ça. Ils ont gardé leur capacité de riposte, même si jamais ce n'est plus aussi important que c'était au départ. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des ressources qu'ils n'ont pas encore utilisées, dont entre autres leur dernier missile, là, qu'ils ont à peine utilisé peut-être 2, 3, tout au plus. D'accord, Michel, je crois quand même qu'ils ont intérêt à négocier. Bon, oui, c'est ça. Et justement, par rapport à ça, juste une petite parenthèse en parlant de M. Barrot. M. Barrot fait du bavardage, il ne fait pas de la diplomatie. Donc, ce n'est pas parce qu'il parle que ça aboutit à quelque chose. Je referme cette parenthèse. ça peut être, la France, en fait, peut être un lien entre les États-Unis et l'Iran. Un lien de négociation, c'est possible, ça. La France pouvait être Et ce lien. ça peut même être un chantage entre finalement le gouvernement français qui dit bah, d'accord, on fait ça pour vous, on fait le joint, mais alors sur l'Ukraine, vous nous laissez faire. Ça peut être même ça. Le problème, c'est justement avec la France. La France avait cette politique-là, mais elle a perdu cette position-là. La France n'est plus crédible comme étant un négociateur, puisque la France vient avec des partis pris. On voit la situation avec l'Ukraine, ils auraient pu faire quelque chose, mais ça n'a pas été fait. Moi, je me souviens encore de l'intervention de M. Chirac quand il était en Israël.
où il était en train de dire Do you want me to go back in France now? Ouais, ouais. Et, et c'était ce moment où la Ouais, c'est France vrai, ouais. pouvait dire quelque chose. La France était ce pays qui s'est opposé à la politique de Bush pour l'opération contre l'Irak. La France avait ce statut-là, mais la France a perdu ce statut. Aujourd'hui, la France parle beaucoup, mais ne négocie pas parce que pour négocier, il faut savoir accepter de céder certaines choses et de donner certaines autres choses. Mais la France est dans une position où elle ne veut que donner des ordres et ne rien céder. Et ça, dans de telles conditions, il n'y a aucune négociation possible. C'est du donnant-donnant. Si jamais il n'y a que moi qui dois céder et pas toi, je ne négocie pas. Alors, on est le 13, le 31 mars, il y a M. Trump qui arrive à Pékin. Est-ce que ça ne peut pas être là qu'il y ait des négociations? Non? Qui veut prendre la parole? Je vais laisser les autres parler en premier. Philippe. À voir, on peut espérer. Pourquoi pas? Les Chinois ont plus de poids Oui, oui, c'est pour faire le possible. pont. Puis ils ont un intérêt évident, de toute façon. Oui, clairement, oui. Évident à ce que des négociations puissent se faire, évidemment. Absolument. Il faut dire que les Chinois, eux, ils achetaient le pétrole iranien, que dalle, vraiment des bouts de... Et donc, ils avaient tout à fait intérêt à se fournir en pétrole chez eux. C'est absolument évident. Michel, qu'est-ce que tu en penses de ça, le 31, cette date? Ce serait bien si ça pouvait se faire. Mais autant que je suis convaincu que la rencontre de Trump et Poutine à Anchorage a été le moment où ils ont défini leur positionnement les uns et les autres par rapport au reste du monde, ce serait bien qu'il ait quelque chose de similaire entre les Chinois et les Américains pour pouvoir aussi équilibrer les choses. Le seul problème, c'est que l'Amérique se comporte toujours comme si jamais ils étaient le seul maître du monde et tout le monde devait obéir. Et dans le cas particulier de la Chine, les Américains ne sont pas toujours des bons joueurs. Et si on prend la peine de regarder un peu, cette attaque, par exemple, contre le Venezuela, l'attaque contre l'Iran, je me pose la question si quelque part, ce n'est pas une façon d'atteindre indirectement la Chine. Parce que la Chine commerçait avec le Venezuela, la Chine commerce avec l'Iran, et même si jamais officiellement on dit qu'on ne présente pas comme étant ceux qu'on veut combattre, mais indirectement, on les met dans des positions où ils verront leurs intérêts et leurs positions être contestés. Et ça, pour moi, je pense que ça reste la ligne maîtresse. Le fait qu'il aille là-bas, je ne pense pas, je peux me tromper, je ne suis pas infaillible sur le domaine, je ne suis qu'un citoyen lambda qui partage sa vision des choses, mais je ne pense pas qu'il y aura vraiment un accord parce que Trump a d'autres visées, d'autres intérêts. Et pour le moment, la Chine menace la position, l'hégémonie que les États-Unis veulent avoir et veulent imposer dans le monde. Mais est-ce que les États-Unis vont avoir le pouvoir de continuer à imposer leur vue? Parce que c'est ça le gros problème, à mon avis. C'est que celle-là, s'ils se plantent en Iran, ben c'est terminé. Hein. D'ailleurs, Todd le disait très bien en disant, s'il y a un porte-avions américain qui est coulé, là, c'est l'Empire qui coule. Et oui. Et il a tout à fait raison. Oui. Il a tout à fait raison par rapport à ça. Donc, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Est-ce que les États-Unis... Parce que moi, je suis persuadé que finalement, Trump, il va lâcher Formose. Tu vois? Je suis à peu près certain que
ça va être fini pour Formose. D'ailleurs, à partir du moment où Formose ne produira plus de puces, etc., etc., à partir du moment où toutes les puces vont partir aux États-Unis, enfin, certaines fabrications de puces vont partir aux États-Unis, Formose ne va plus intéresser. Moi, Non, mais tu sais, je suis d'accord avec toi que à un moment, les Américains vont préférer lâcher Taïwan et tous ceux qui sont en train de supporter pour le moment. Mais si on prend le temps de regarder un peu ce que l'histoire nous apprend, les Américains ont toujours été ceux qui ont brisé des choses. On a vu avec l'affaire du Kosovo, on a vu avec l'affaire de l'Irak, etc. C'est toujours eux qui viennent amener leur politique qui cause beaucoup plus de dégâts. Et dès qu'ils sentent que ça se présente mal pour eux, ils se retirent. On connaît la fameuse situation des soldats qui étaient au Soudan. Et Oui. ces soldats qui étaient au Soudan étaient là, les Américains étaient là, les Français étaient là. Puis après, du jour au lendemain, le Français s'est réveillé, les Américains ne sont plus là. Ils sont partis. Ils jouent selon leurs propres règles, qui ne concernent pas les autres pays. Ils jouent selon ce que eux ils pensent qui est bien pour eux. Et si pour eux, sur le moment, c'est le temps de lever le voile, ils vont lever le voile et ils vont se tirer, vous laissant vous débrouiller avec ce qui reste. Oui. Mais de défaite en défaite, les États-Unis vont quand même perdre des... C'est ça. Hein. Parce que de toute façon, l'Iran, là, c'est déjà une défaite. Même si, s'ils arrivent à changer le régime, ça a été une défaite. Parce qu'écraser un pays comme ça, c'est déjà une... Enfin, soi-disant pour sauver la population. Enfin, laissez-moi rire. La population, il l'écrase à coups de bombe. Alors. Et puis, le pétrole arrive, le pétrole pleut sur Téhéran. Moi, ces images du pétrole qui pleut sur Téhéran, ça m'a vraiment révolté. Vraiment. Maryse, dis-moi. Non, à mon avis, les Américains ne font que détruire. Comme le dit Michel, ils veulent imposer leur façon de voir les choses. Dans le cas de l'Iran encore, à mon avis, c'est à la population de décider si oui ou non elle veut changer de... Bon, je suppose qu'elle veut changer de régime, mais je ne pense pas que quelqu'un peut dire, bon, bah, je vais implanter la démocratie dans ce pays-là. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que les gens soient prêts à entendre ce discours, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays où les Américains interviennent. Bon, là, effectivement, en Iran, bon, la situation est très grave à mon avis, mais quelles sont les chances à partir du moment où les Américains interviennent, je pense que ça produit l'effet contraire. Oui, c'est ce que disait le militaire, en fait. Oui, Le c'est ce que militaire au Sénat je suis disait que complètement d'accord avec ça. Oui, oui, oui. Mais La alors, démocratie, ça ne se plante pas comme des poireaux. Enfin, ben oui, qu'à je regarder en n'arrive pas à Afghanistan, comprendre. hein, et qu'à regarder en Afghanistan, on a voulu la planter, la Oui, démocratie. Hein. Ben, et qu'à regarder ce qui nous est arrivé. Donc voilà, avec les voilà. morts, les dizaines et dizaines de morts français, je ne parle pas des autres, mais je parle canadiens, je suppose, non, je ne sais pas s'il y en a eu. Il y a eu des Américains, évidemment, etc., etc. Enfin, bon, voilà. Et tout ça pour partir la queue entre les jambes. Voilà. Ou alors tout simplement se dire, bah oui, non, c'est fini, on arrête, on part ailleurs. Ouais. Étrange quand même. Étrange. Est-ce que Dramatique, ça peut peut-être. avoir un lien avec l'affaire Epstein? Ça, Est-ce que moi je ne suis même pas allé sur le site en question. Là. Donc, je ne peux même pas dire non, tu vois, on n'en sait rien, nous. Bon, on ne sait pas. Nous, est-ce qu'il y a est-ce qu'il n'y a ce pas sont des on-dit, mais trop de choses qui commencent à être divulguées et qu'ils essaient d'arrêter le mouvement? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'en mais France, c'est ce qui se passe. je ne sais pas.
Moi, je ne peux pas te dire parce que moi, je n'y connais rien. Donc, je ne sais pas, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Non? Je ne sais pas Michel? quoi dire là non. Je suis l'affaire à distance et bon, en France, par exemple, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, il y a des faits avérés, mais il n'y a rien de concret qui se fait. Et, Non. je vois Madame Pivet qui ne veut absolument pas qu'il ait des commissions là-dessus. On va laisser l'affaire à la justice et l'affaire de la justice décide de relancer l'affaire Brunel en laissant les choses Oui. traîner pour les autres révélations qu'il y a eu. Et ça prendra le temps qu'il faudra. Et j'ai l'impression que c'est peut-être dans 50 ans qu'on va finalement commencer à faire quelque chose Ouais, quand les vrais Michel, coupables ne seront plus ouais, là. puis Michel aux États-Unis, il devait encore libérer 300 000 mails, quelque chose comme ça. Ils ne l'ont pas fait, en fait. Ils ne le feront pas. Ils ont même en fait retiré des choses de ce qu'ils avaient publiées. Oui, oui, Et c'est déjà, d'ailleurs pour ça justement qu'il y a eu déjà en ce revoir. soupçon. Enfin, oui. Oui, il y a eu ce soupçon que il y aurait des cas qui auraient présenté le président Trump comme étant une des personnes qui aurait agressé. Et c'est d'ailleurs pour ça que Cette jeune fille, là, qui est de oui, 13 oui, ans, quelque chose comme de ça. 13 ans, oui. Ouais, ouais. Jusqu'à quel point la chose est fondée, ça, je ne sais pas pour le moment le dire, mais c'est quelque chose qui existe, qui est sorti, et on sent que de Il y a plus des en plus, accusations, il y a des accusations, en tout cas. il y a des accusations. Mais eux, au moins, ils ont des accusations, eux, au moins, ils avancent avec certaines choses. Ouais, ouais. Mais ailleurs, dans le monde, il n'y a pratiquement rien qui se passe. Même, par exemple, le prince Andrew, ce n'est pas par rapport à l'affaire elle-même, c'est par rapport à la divulgation des informations privilégiées. Information, mais oui, 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 tout à fait. Ouais. Mais Donc, c'est aussi scandaleux, d'ailleurs, que les problèmes sexuels. C'est la même chose, tu vois? oui, mais Moi, je ce crois. domaine-là n'est pas touché. Mais C'est, là, elle va avec l'autre, d'ailleurs. C'est oui, du chantage, terminé. Voilà, on a des photos de toi, alors tu nous donnes. Voilà. c'est Ouais. ça. Et je me pose même la question si jamais ce ne serait pas pour cela que partout dans le monde ailleurs, il n'y a rien qui se fait concrètement parce qu'on se dit, si jamais tu oses, on a de quoi... On a de quoi sortir un truc. oui, Mm. je ne Ouais, sais pas. bien sûr. Je ne serais pas surpris si j'apprenais que c'était le cas. Bon, eh bien, nous allons passer à l'Ukraine. Tiens Euh, donc. une petite déclaration quand même. Attends, voyons un peu. Oui, les déclarations. Ah, ah oui, notre cher président. C'était aujourd'hui. Pour ce qui est des sanctions, il est tout à fait juste que les États-Unis d'Amérique ont acté des dérogations limitées dans le temps et les conditions et pour quelques pays. Le ministre de l'économie, des finances, le secrétaire d'État au Trésor américain s'est exprimé pour lui-même rappeler le cadre très limité de ces exceptions et leur impact réduit, et rappeler que les sanctions demeuraient. Et pour ce qui est du G7, la position commune a bien été le maintien des sanctions à l'égard de la Russie. Et pour ce qui est des Européens et de la France, c'est le maintien des sanctions. Et la situation ne justifie en rien de lever ces dernières. Donc je considère que ce que je vous ai dit tout à l'heure reste valable et que la décision qui a été prise de manière exceptionnelle et limitée par les États-Unis d'Amérique, c'est à eux de la justifier, mais elle ne revient pas de manière durable et large sur les sanctions qu'eux-mêmes ont décidées. Et à les écouter, et le président, dans les discussions que j'ai pu avoir avec lui et dans leurs propos publics, ils ne remettent pas en cause cette approche. Pour ce qui s'est passé ces dernières heures en Irak, au-delà de ce que j'ai pu vous dire à l'instant. Oui. Alors, qui veut réagir à ces petites sanctions? Alors, on sait. Bon, en fait, c'est Déjà, la tête sur de la. Macron quand il fait le Hein. discours,
le discours qu'il dit, la tête qu'il fait, c'est pas une tête de vainqueur. Ouais. Mais alors, évidemment, mais non, mais j'ai vu aussi Madame von der Leyen, j'ai vu, comment elle s'appelait, Madame Callas et compagnie. Ils sont encore complètement, bon, à fond, quoi. Bon, mais je comprends pas, moi, parce que, bon, qu'est-ce qu'il nous faut, nous? Il nous faut du gaz, il nous faut du pétrole, ce genre de choses, non? À moins Bah oui, que... l'affaire elle tourne. Alors, c'est vrai, on a des centrales nucléaires, mais enfin bon... Il reste plus grand-chose. Qu'est-ce qu'on en pense, Michel, au Canada, de tout ça? Alors, il est bien embêté parce que on sent justement qu'il est embêté dans son discours parce que les Américains qui avaient parlé des sanctions contre le pétrole sont les premiers à dire qu'il faut lever ces mesures contre le pétrole russe. C'est comme ça que l'Inde a la possibilité d'acheter à nouveau le pétrole russe sans craindre des répressions ni des répercussions. Donc, c'est clair qu'il y a des gens, et en Europe en particulier, et l'histoire, et cette guerre avec l'Iran ne facilite pas la chose. Les gens se disent, ben, il faudrait peut-être mettre de côté notre fierté et accepter de revenir discuter avec la Russie pour pouvoir au moins, en termes d'énergie, bénéficier du gaz, du pétrole, parce qu'on en a besoin. Si jamais déjà qu'on n'en reçoit pas de la Russie, on n'en reçoit plus de la Russie, mais si en plus de cela, on ne reçoit plus des autres fournisseurs du Qatar, de l'Iran et autres, c'est nous qui allons en pâtir. Parce que si on se donne la peine de regarder, les Américains ne sont pas directement impactés par la chose parce qu'ils ont du pétrole et ils ont des réserves. Donc, eux, ils peuvent tenir et voir venir les choses. Ce n'est pas un luxe que l'Europe peut se permettre. Non. Mais d'un autre côté, il faudrait rester sur cette logique-là de soutenir mordicus l'Ukraine. Mais la France qui décide de maintenir ces sanctions, donc par extension, l'Union européenne décide de maintenir ces sanctions. Jusque-là, les 19 trains de sanctions, ça n'a pas été en défaveur de la Russie, ça a plus été en défaveur de l'Union européenne. C'est vrai qu'il y a un certain impact sur la Russie, mais la Russie s'en sort beaucoup mieux que l'Union européenne. Donc, il va y avoir un 20e train, là. Pardon? Il va y avoir un 20e train, là, de sanctions. Oui, allons-y, soyons fous. Si jamais on en a donné 19, on peut bien en donner un 20e qui va venir. Donc, le problème, c'est que les sanctions, pour que ça soit efficace, il faudrait que ça puisse avoir des conséquences terribles sur les personnes à qui vous faites les sanctions. Si jamais à chaque fois tu dis, attention, hein, tu vas recevoir une baffe, tu vas recevoir une baffe, et ça reste toujours, tu vas recevoir une baffe, ben, on finit par ne plus y croire. À force de crier au loup, plus personne n'y croit. Donc, c'est pour ça que jusqu'à là, les sanctions européennes, qu'on les maintienne ou pas, la Russie continue toujours sa guerre, la Russie continue toujours d'engranger le territoire ukrainien, la Russie a réussi à se retirer de la dépendance extérieure pour plusieurs produits pour pouvoir simplement s'autosuffire sur les différentes choses. Mais concrètement, sur le terrain, ça n'affecte pas aussi puissamment la Russie que la France voudrait le faire croire. Et moi, j'aurais été surpris. J'aurais bien aimé entendre la position de M. Macron sur la menace que M. Zelensky a fait à M. Orban. L'Ukraine, qui n'est pas membre de l'Union européenne, qui menace un pays membre de l'Union européenne. M. Macron n'a pas l'intention de demander l'application de l'article 5 ou quelque chose de similaire? Ah, c'est ce que disait Poutine. Ah non, c'est pas Poutine qui disait ça, je ne me rappelle plus qui disait ça. C'est un des diplomates russes, justement, je ne sais plus. Oui, je me rappelle. C'était Peskov, je crois.
C'est Peskov, peut-être, oui. C'était assez drôle, cette histoire. Je l'ai entendu encore ce matin. Mais oui, et c'est ça justement le problème, c'est que on essaie de présenter les choses d'une certaine manière, mais cette volonté de toujours soutenir l'Ukraine, alors qu'on sait qu'il y a des détournements, alors qu'on sait qu'il y a la corruption, et on s'est dit non, il faudrait malgré tout continuer à leur envoyer de l'argent. Je ne pense pas que ça soit vraiment pour les intérêts des Ukrainiens, pour le bien-être de la population. Non, il y a des agendas, à mon avis, cachés derrière, où peut-être il y a des gens qui tirent leur pourcentage au passage. Et c'est pour ça Il y a un camion qui a été pris en Hongrie. Oui. Il y a un Smirnov qui a été pris en Hongrie avec des millions dedans. Oui. Et ça, je pense que c'est d'ailleurs seulement la partie visible. Et je pense que M. Orban l'a fait exprès parce que ça doit être comme un secret de polichinelle. Ils savent ce qui se passe. Tout à fait, c'est le tour. Dès le moment où tu me ménages, je te montre que je peux te causer du tort. Et on arrête ce camion avec des lingots d'or et autres. Mais alors, attends, il y a peut-être une menace sur Orban direct. Hein. De toute façon, c'est les élections. Oui, et je ne serais pas surpris que certains pays membres ne puissent venir s'aimer leurs graines parce qu'il faudrait faire partir Orban. C'est un empêcheur de tourner en rond. C'est ce caillou qui est dans la chaussure qui empêche de bien marcher. Donc, ils vont vouloir l'éliminer d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas physiquement, ils vont essayer politiquement. Mais, oui, mais il y a quelque chose que Orban a et que beaucoup de présidents de l'Union européenne n'ont pas. C'est que Orban, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai vraiment l'impression qu'au-delà de ses propres intérêts, il se préoccupe vraiment des intérêts de sa population. Et quand on s'occupe des intérêts de sa population, la population, quelque part, finit toujours par vous le faire sentir. Donc, moi, pour le moment, en Europe, pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect et d'égard, il y a Orban, même si je ne suis pas particulièrement fan de sa politique. Il y a l'Espagne que je respecte, mais en dehors de ça, les autres pays, je suis plutôt réservé. Je préfère me taire pour ne rien dire. Alors dis-moi, j'ai vu une déclaration d'un ministre canadien, je ne sais plus si c'était le Premier ministre ou je ne sais plus, sur l'Ukraine, très très dur, hein. Très très dur. Là, aujourd'hui, je crois. Ah, je ne l'ai pas encore vu. Je vais probablement suivre ça dans le courant de la journée ou peut-être un peu plus tard ce soir. Mais moi, je regarde, par exemple, il y a quelque chose qui m'a fait rire avec le nouveau Premier ministre. Ils appuient la position américaine dans l'attaque de l'Iran, mais à contre-cœur. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Si jamais tu n'es pas d'accord, n'appuie pas. Mais comme beaucoup, tout le monde dit bon. Ben, pas l'Espagne, par exemple. Non, l'Espagne, direct, non. Ben oui. Ben, il faudrait, si jamais tu n'es pas d'accord, tu dis que tu n'es pas d'accord. Parce que si jamais même si tu appuies à contre-cœur, ça veut dire que tu es d'accord. Contre-cœur ou pas, tu es d'accord. Oui, je crois quand même que l'Europe bascule vraiment du côté espagnol, hein. Quoi qu'il en soit. En termes des gouvernants, je ne suis pas aussi sûr, mais en termes de population, je pense que l'Espagne a manifesté, c'est que beaucoup de citoyens européens, peu importe leur pays, pensent de cette situation. Je crois que les gouvernants sont gênés. Ils sont gênés. Mais regarde Mélanie et tout, elle est gênée. Ben oui. Regarde Merckx même, il est gêné, carrément. Pourtant, Merckx. Justement, Merckx, il a fait une petite déclaration. As you all know, we had a video conference with the G7 leaders on Wednesday, and 6 out of 7 were
clearly the opinion that we should not release the sanctions against Russia. We were a little bit surprised that we heard this morning that the American government decided differently. This is definitely not our view. We are sharing the 6 out of 7 that this should be not the case because Russia is benefiting from that. And we are seeing this into the right different direction. We should put more pressure on Russia to bring this terrible war to an end as soon as possible. And that's the reason why we are having a different view on this decision, which was obviously taken in DC last night. Pourtant, il avait dit à peu près le contraire il y a pas très longtemps. Hein. Il avait dit, ah, il faut peut-être se rapprocher de la Russie, voir pour Des pressions. Ah ouais. C'est étrange, hein. Il y a eu des pressions. Probablement. Ouais. Probablement. Ouais, probablement, oui. Alors, nous allons partir au Liban. Au Liban. Il est mon Liban. Voilà. Ça, c'est les quartiers de Beyrouth qui ont été attaqués. Alors, comme on peut voir, il y a vraiment, c'est quand même plat-plat. Hein. C'est fou, hein? Et personne ne dit rien. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est une ville qui a beaucoup de mal à se redresser. Les immeubles qui sont construits sont démolis. Ouais. Il y a construit, c'est démoli. Ils n'ont pas le temps de vieillir, les immeubles, là. C'est quand même, c'est absurde, moi, je trouve. Alors, moi, je vais vous passer un petit reportage qui a été diffusé en 2006. Ce sont des chrétiens libanais, parce que vous savez, il y a eu ce prêtre libanais qui a été maronite, qui a été tué par l'aviation israélienne. Et je me suis intéressé donc aux chrétiens qui étaient au sud du Liban. Et j'ai trouvé ce reportage qui date de 2006. Alors, est-ce que je vais le trouver là? Ouais, 2006. Écoutez-moi ça. Les chrétiens du Liban représentent 30% de la population, un monde aux antipodes du monde chiite. C'est pourtant là que Nasrallah a trouvé ses principaux alliés du moment, les chrétiens maronites du courant patriotique libre, et en particulier sa jeunesse, très occidentalisée. Comme le Hezbollah, ils affichent un patriotisme exacerbé, mais curieusement, la fierté de ce mouvement, c'est d'avoir résisté dans les années 1990 à l'occupation syrienne du Liban, quand le Hezbollah, allié de Damas, luttait alors contre Israël. Le général Aoun, exilé en France pendant 16 ans par les Syriens, a passé un accord avec le Parti de Dieu, qui pourra garder ses armes jusqu'à la restitution des quelques kilomètres carrés de terre que l'État hébreu occupe encore à la frontière sud. En échange, le Hezbollah participera avec lui à un gouvernement national qui prendra ses distances avec Damas et s'engagera sur la voie de la construction d'un État pluraliste. Ils reconnaissent le droit à la différence. Il faut les voir dans leur milieu. Il y a des chiites qui ne sont pas, beaucoup de chiites qui ne sont pas de Hezbollah, qui ne partagent pas leur opinion. Donc du fait qu'ils reconnaissent le droit à la différence, nous devons reconnaître leur droit. Les partisans de Michel Aoun sont marqués par les souvenirs des massacres intercommunautaires de la guerre civile de 1975 à 1989. Les chiites en général, et le Hezbollah en particulier, ne les ont alors jamais pris pour cible. Ils sont aussi là des affairistes de toute croyance au pouvoir depuis l'arrivée de Rafik Hariri au poste de Premier ministre en 1992. Malgré d'énormes différences culturelles, le Hezbollah semble leur inspirer confiance. Tu penses qu'ils ne sont pas corrompus? Corrompus au niveau du pays, non, ils ne sont pas corrompus. Ce qui me prouve que le Hezbollah est franc et honnête, c'est qu'ils n'ont jamais fait partie d'un gouvernement jusqu'à 2005. Tous les gouvernements, depuis 1990 jusqu'à 2005, ils ont appauvri le peuple, volé l'argent du peuple. C'est pour ça qu'on a confiance en eux. Ils sont honnêtes.
Ils sont très honnêtes. Nous, on est une famille chrétienne et pratiquante. Donc, dans notre maison, on a mis un petit hôtel. Vous êtes sûr que le Hezbollah ne veut pas créer une république islamique? On est sûr. On est sûr qu'il n'y a pas de fanatisme. Ils sont très religieux, on ne peut pas le nier, mais ils ne sont pas fanatiques. Être attaché à sa religion ne veut pas dire être fanatique. Je suis chrétien, je suis attaché à la chrétienté, mais je ne suis pas fanatique. Moi, je trouve que c'était intéressant comme reportage, je ne trouvais pas. Parce que c'est vrai, bon, moi je les ai bien connus, les chrétiens, pendant la guerre civile libanaise. Ça a été un déchirement épouvantable, épouvantable avec des hommes de Dieu qui prenaient les armes, hein. Moi j'ai vu des curés, enfin des curés qui avaient des calaches, hein. Bon, c'est peut-être un peu étrange, mais c'est ainsi. Mais là, je crois quand même que c'est très intéressant. Et bon, vous voyez, les chrétiens aussi sont bombardés au Liban, la preuve. Oui, de ce reportage. Et les chrétiens de l'Europe, je ne les entends pas trop protester là-dessus, ni ceux de l'Amérique. Ils ne protestent pas trop là-dessus. C'est que l'Iran bombarde, c'est normal, c'est la faute du Hezbollah. On a demandé à l'armée libanaise de pouvoir contrôler le Hezbollah, mais ils ne le font pas. Michel, tu regardes trop CNews. Non, attends. Et c'est vrai qu'il m'arrive de regarder de temps en temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est ceci. On présente les choses d'une certaine manière pour justifier, par exemple, l'entrée de l'armée israélienne sur le territoire libanais, ce qui est déjà une violation d'un droit et de la souveraineté d'un pays. Mais il présente cela comme... C'est le feu, évidemment, du droit, oui. Évidemment, de tout pays, d'ailleurs. Enfin, bon, voilà. Exactement. Alors, ils disent que c'est l'armée libanaise qui ne fait pas son travail. Le seul problème, c'est que l'armée libanaise n'a pas le budget qu'il faut. C'est à peine si jamais leur budget militaire représente presque 1% de leur PIB. Donc, pour ça, vous n'allez pas très loin là-dessus. De plus, il y a au niveau de l'armée libanaise le manque d'équipement moderne. Quand ils doivent s'équiper, il faudrait que les principaux fournisseurs, qui sont les Occidentaux, les Américains et l'Europe, ils conditionnent l'acquisition des armes et des moyens pour cette armée libanaise. Ce qui fait qu'on leur donne généralement des armes légères, des véhicules légers, pour éviter que cela ne tombe entre les mains des Hezbollah. Et le Hezbollah, lui, il reçoit les bonnes armes, des armes lourdes, etc., sans qu'il ait vraiment un problème qui se pose à ce niveau-là. Ce qui fait que le Hezbollah est plus armé que l'armée libanaise. Bien sûr. Et ça sert de prétexte pour que Israël entre sur le territoire libanais, qu'il bombarde les gens, et on va encore dire que c'est leur droit de se défendre. Défendez-vous chez vous, n'allez pas chez les autres. On parle beaucoup du Hezbollah en tant qu'armée, mais on parle beaucoup moins du Hezbollah en tant que mouvement politique et mouvement social. Car figurez-vous qu'au sud Liban, eh bien, ils prennent en compte les malades, etc., etc. Les gens sont soignés. D'ailleurs, c'est terrible parce que, bon, moi, je me rappelle de certains chrétiens qui me disaient, mais oui, nous, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Et oui, ils ont réussi à capter tous les gens du sud Liban comme ça, en s'occupant d'eux et tout. C'était vraiment un mouvement autre, militaire, évidemment, mais complètement autre. Et donc, voilà. Et maintenant, ils ont des députés, en plus, au Liban. Mais Philippe, c'est tout à fait normal. Tu connais ce proverbe qui dit que qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Le narratif qui est présenté, aussi bien par les gouvernements que par la presse, et quand je parle de la presse, je parle de la presse française que je suis beaucoup et qui déçoit énormément, c'est de présenter ces mouvements comme étant simplement des structures armées.
en évitant d'insister sur les autres aspects. Par exemple, à Gaza, on nous parlait de Hamas, groupe armé, etc. Mais il y avait aussi des structures qui existaient, des structures policières et des structures sociales, pardon. Et toutes ces choses-là existaient. Mais on ne mettra pas l'accent sur ça. On mettra l'accent sur la partie militaire pour dire que voilà, ils sont des agresseurs, ce sont des méchants, il faudrait les neutraliser, etc., en ignorant une bonne partie de ce que ces différents mouvements sont. Je ne suis pas un fan du Hamas ou de Hezbollah, mais je pense qu'il faudrait rendre justice à chacun pour ce qu'ils font de bien et condamner ceux qui font de mal. Alors d'un autre côté, le Hezbollah, évidemment, c'est pour les Libanais, c'est une horreur, quoi. Il faut dire que c'est un État dans l'État. C'est des gens qui, comme les Palestiniens, ont été une horreur pour les Libanais. Je veux dire, il faut voir la chose en face. Enfin, les Libanais, les Palestiniens, ils sont arrivés en 70, après Septembre Noir, et ils ont foutu la merde au Liban. Hein, ça a été la guerre civile en 75, 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, alors que les Libanais leur avaient ouvert les bras, eh bien, ils ont foutu la guerre au Liban, qui a duré je ne sais combien de temps. Enfin, si, je le sais, malheureusement. Mais enfin, alors, évidemment, moi, je comprends très bien que les Libanais voudraient se débarrasser, en tout cas, de la pieuvre militaire du Hezbollah. Mais ils ne pourront pas s'en débarrasser. C'est ça, le problème. C'est derrière, il y a le social, etc., etc. Ils sont trop implantés maintenant. C'est évident, c'est évident. C'est comme une pieuvre bien implantée, bien infiltrée partout. Mais oui, oui, oui. Ils sont à l'Assemblée, ils sont partout. Je veux dire, pas seulement que des militaires avec la gâchette. Hein, c'est pas vrai. C'est absolument faux. Tu as entièrement raison, Michel. Mais évidemment, pour les Libanais, moi, évidemment, je connais beaucoup plus de chrétiens, etc., etc. Bon, mais c'est la réalité, je veux dire, c'est la réalité. Ah bah oui, moi j'ai des copains Kataeb et compagnie, alors évidemment. Évidemment, c'est pas la même. Oui. Bon. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je sais que ce sont les Libanais qui m'ont dit il y a 20 ans que si allait se passer jusqu'à aujourd'hui, que s'il n'y avait pas eu tout ça, je serais à Beyrouth aujourd'hui. Ouais, oui. C'est terrible, hein, c'est terrible. Et puis, alors, cette explosion dans le port, tout le monde sait que c'était des nitrates qui a pété. Et les nitrates, c'était quoi? C'était le Hezbollah. Hein, c'était pas, voilà, point final. C'était pas autre chose. Bon, il n'y a jamais eu d'enquête véritable parce que ça a toujours été étouffé. Mais bon, évidemment, évidemment. Et ça, c'est la détresse de ce pays. Moi, c'est un pays que j'adore, le Liban. C'est des Libanais, Moi aussi. ah oui, vraiment. J'étais déchiré en 2006. J'étais à Paris et j'étais dans un centre international de séjour à Paris. Et il y avait une école chrétienne libanaise qui était là, pour visiter Paris. Et quand Israël, en 2006, a attaqué Beyrouth, le Liban, Ouais, ouais. le séjour de cette école-là, donc des enfants, hein, c'était des enfants, hein, avec les accompagnants, ils finissent leur séjour, donc on demandait à la France de les garder plus longtemps. Et ils ont été refusés, ils ont été obligés de rentrer au Liban sous les bombes. Et les professeurs, moi je me rappelle d'une femme professeure qui était complètement en colère et choquée de la réaction de la France de renvoyer des enfants dans un pays bombardé. Oui, bien sûr. Ok. Mais oui, 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 c'est terrible. Bon, si on parlait du Congo, hein, Michel? Ok. Oui. Attends, j'ai un petit truc sur le Congo. Ouais. C'est Un drone, une frappe et une vie fauchée. À Goma, dans l'est de la RDC, une humanitaire française travaillant pour l'UNICEF a donc été tuée par un drone qu'aucun camp ne revendique. Un élément troublant ajoute à la gravité de l'événement. Selon plusieurs sources, l'ancien président Joseph Kabila se trouvait à Goma au moment de la frappe. Les précisions avec notre correspondant Amani Alimassi. bon, alors Kabila était là, bon, mais des drones, décidément, et
il y en a plein qui commencent à aller du côté de Goma. Mais dis donc, Michel, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres personnes qui guident ces drones plutôt que des Congolais? En fait, il y a deux hypothèses pour le moment par rapport à cette affaire, parce que sur le terrain, on n'a pas, je n'ai pas en tout cas vu quelque chose qui montrerait des morceaux de ce drone pour déterminer à partir d'où c'est tiré. Comme la fois passée, on l'avait dit, il y a la présence française, il y a la présence américaine Oui, il y qui, a le successeur de Blackwater. Le mec, exactement, ouais, qui s'occupe justement de la question des drones. Donc, il y a une possibilité que ce soit justement une attaque de ce côté-là, parce que le secteur qui a été visé, c'était le secteur où les hauts officiers du M23 se retrouvaient. Ça, c'est une première hypothèse. Il y a une deuxième hypothèse qui circule, et c'est pour ça que tant qu'on n'a pas les faits, on ne peut rester que dans l'hypothèse. Et la deuxième hypothèse stipulerait que, en fait, le drone ne serait pas un drone venu du Congo, mais ce serait un drone venu du Rwanda, parce que la dame humanitaire aurait découvert des choses et il fallait justement la neutraliser par rapport à ça. Donc là, pour le moment, en termes des faits, il n'y a encore rien qui est bien clair. On ne reste que sur des hypothèses et c'est pour ça que personne, d'un côté comme de l'autre, ne veut revendiquer cela. N'oublions pas que le M23, toute milice qu'elle soit, dispose aussi des drones et des armes électroniques. Donc, il y a plusieurs sources possibles et dépendamment qu'il s'agirait d'une bavure ou qu'il s'agirait d'un moyen pour neutraliser quelqu'un qui aurait découvert des choses parce elle était là dans son mandat et devait aller jusqu'à fin avril. Et elle était obligée de se déplacer dans certains endroits. Est-ce qu'elle aurait vu des choses? Est-ce qu'elle aurait su des choses? On ne sait vraiment pas pour le moment. Et c'est pour ça que sur ce point-là, je ne m'engage pas trop parce que je n'ai pas d'informations concrètes, mais je ne partage simplement que les hypothèses qui circulent, trois possibilités possibles, soit du côté des forces de soutien aux forces armées congolaises, donc entre autres peut-être la France, peut-être très possiblement les États-Unis, puisqu'ils veulent... Ou des mercenaires. Ou des mercenaires. Il y a la deuxième hypothèse que ce serait quelque chose qui serait venu du Rwanda. Et la troisième hypothèse, c'est justement que les gens du M23 auraient créé cette situation pour mal faire présenter le gouvernement congolais et justifier ce qu'ils disent que bien qu'il y a eu des accords de paix qui ont été signés, mais l'armée congolaise ne respecte pas cela, chose que l'armée congolaise dit exactement des M23 parce que jusqu'à aujourd'hui, en dépit des accords de paix qu'ils ont signés, ils continuent de combattre, ils continuent de gagner et de perdre des territoires de part et d'autre. Et bien sûr, la population civile continue de galérer, des gens qui sont déplacés, des gens qui sont tués, des femmes qui sont violées, des personnes qui deviennent maintenant sensibles à plusieurs maladies puisqu'il n'y a pas de médicaments pour les soigner, il n'y a pas de structures qui permettraient de véhiculer les médicaments. Je me souviens la dernière fois quand la France avait dit qu'il fallait envoyer des médicaments, ça devait atterrir à l'aéroport de Goma. Le Rwanda a dit de quel droit la France est en train de dire quelque chose de semblable alors que le gouvernement congolais ne contrôle pas l'aéroport de Goma. Donc, il y a des choses qui se passent là-bas. La situation reste identique. Rien de neuf à l'est du Congo. C'est toujours la même chose qui continue. C'est toujours les mêmes exactions. Et depuis plus de 30 ans, cette situation perdure. Alors, moi, je peux dire quand même quelque chose, c'est que quand même, le Rwanda qui se bombarde, ça ressemble à un autre truc en Ukraine. Donc, moi, j'y crois pas trop quand même. Tu vois, ça ressemble aux Russes qui se bombardent aussi
lors de la centrale de Zaporizhzhia. Non, ça ressemblerait plutôt, je te dis, ça ressemblerait plutôt à ces soi-disant drones qui auraient attaqué la Pologne de la part de la Russie. Oui, aussi. Oui. D'accord. Bon, ben écoutez, je vous remercie tous les trois, excusez-moi. Maintenant, je me vois et je me dis merci pour tout. Je vous embrasse. Et puis, alors, pas la semaine prochaine, je suis pas là. Je suis pas là, c'est terminé. Je ne fais plus rien pendant une semaine. Je médite. Va recharger tes batteries. Je ne fais même plus une revue de presse, c'est terminé, ni le matin, ni le soir, rien pendant une semaine. Il faut que je recharge mes batteries. Absolument. Allez, je vous embrasse. On vous embrasse aussi. Oui. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Ciao. Alors, attends. And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France.